Un nouveau jour se lève sur la cité, mesdames et messieurs. Nous sommes le jeudi 21 mai 2026. Votre matinale s'installe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Démarrons avec les faits marquants de l'actualité institutionnelle. La fin de mandat du président Patrice Talon. Le porte-parole du gouvernement a animé hier au ministère des Affaires étrangères une rencontre d'échange avec les professionnels des médias dans le cadre d'un exercice bilan. Plusieurs sujets étaient au cœur des discussions. Les précisions avec Lenaïk Agbazaou et Igor Ayossa. Wilfried Léon Roumbédi face aux professionnels des médias. C'est une conférence de presse qui se veut conclusive du quinquennat du président de la République, Patrice Talon, ainsi que de l'office à ses côtés du porte-parole du gouvernement. La séance se déroule en mode question-réponse. Première préoccupation majeure, l'héritage concret que laisse le chef de l'État. S'il avait la possibilité, en quittant le palais de la Marina dimanche prochain, d'aller chez lui à pied, il n'arriverait pas à se frayer un chemin pour le faire. Et pourtant, au début, qui aurait imaginé, à part lui-même, dans son intime conviction, qu'il connaîtrait cette fin en apothéose? Aujourd'hui, on peut se permettre les superlatifs. Je pense que ça a été pharaonique, ce qui a été fait pour le Bénin en ces 10 ans sous le magistère du président Patrice Talon. Peut-on encore espérer une grâce présidentielle de Patrice Talon en faveur de certains acteurs politiques actuellement en prison pour diverses infractions? Il me semble qu'aujourd'hui, nous soyons relativement loin du 31 juillet et encore plus loin du 31 décembre. Bon, cependant, en 96 heures, beaucoup de choses peuvent se passer, y compris les choses que vous n'espérez pas. Et peut-être aussi que les choses que vous espérez peuvent ne pas advenir. La question de l'installation du Sénat s'invite aussi dans le débat. Le Sénat, c'est une institution prévue par la Constitution. Il sera mis en place. Je pense que vous n'attendrez plus aussi longtemps que vous avez déjà attendu depuis la réforme constitutionnelle pour l'avoir. Pour une partie de l'opinion, la croissance économique du Bénin ne retombe pas dans les poches et assiettes des citoyens. Quand vous voyez l'ampleur des infrastructures réalisées, et si vous n'avez pas le sentiment que c'est la redistribution de la richesse collective qui permet d'apporter de bonnes routes pour faciliter la mobilité des gens partout dans le pays, vous n'avez pas fait une bonne lecture. Plusieurs autres sujets ont été évoqués et Wilfried Léon Roumbédi a pu apporter des éclaircissements aux journalistes. Autre actualité, l'ouverture de la deuxième session extraordinaire du Conseil économique et social. Une rentrée institutionnelle marquée par la présence du président de l'Assemblée nationale dans un contexte électoral apaisé après la présidentielle de 2026. Le CES entend désormais renforcer davantage son rôle dans l'accompagnement des politiques publiques et des grands chantiers de développement. Le point avec Karamatou Agbataou. C'est dans une ambiance conviviale que s'ouvre cette deuxième session extraordinaire du Conseil économique et social. Une session qui intervient dans un contexte marqué par l'élection présidentielle de 2026 qui a porté Romuald Rouhadani à la tête du pays. Nous ne marchanderons pas notre soutien à la mise en œuvre de belles initiatives contenues dans son programme de société et sûrement son programme d'action. Les innovations contenues dans son programme d'action ont d'ores et déjà suscité de belles réflexions à approfondir pour notre Conseil, aux fins de recommandations fortes et exploitables. Ce grand moment d'histoire politique porte un visage et un nom, celui de son Excellence, M. Patrice Talon. Un mandat de transition qui tire progressivement à sa fin pour cette institution consultative impliquée dans les grandes orientations socio-économiques du pays. Nous vous avons vu traverser monts et vallées, aller auprès des populations, avant même la période électorale, pendant la période électorale, porter de manière objective le message qui est celui de la République. Nous allons échanger avec le représentant du ministre des Affaires sociales et de la microfinance sur les objectifs,
les mécanismes de mise en œuvre et les perspectives du projet d'appui à la valorisation des compétences féminines dans les instances de prise de décision. Et avec la directrice générale de l'Agence nationale de gestion des marchés, ANAGEM, sur la mise en œuvre de sa mission, notamment en ce qui concerne la modernisation et l'exploitation des pôles commerciaux au Bénin. Plusieurs autres actions sont prévues. Le président de l'Assemblée nationale nourrit enfin l'espoir de voir plusieurs conseillers poursuivre cette dynamique au service des institutions et du développement national. Parlons à présent de l'investiture présidentielle. À l'issue de sa prestation de serment, le président de la République élu reçoit plusieurs attributs symboliques du pouvoir. Le grand collier, l'écharpe ainsi que le drapeau de commandement, ensuite remis au chef d'état-major général des forces armées. Quelle est la portée symbolique de chacun de ces attributs? Explication avec le naïc Agbazaou et Élisée Desbayon. Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation est devant le peuple. Au-delà du faste protocolaire, l'investiture du président de la République est un rite républicain, empreint de sens et de symbolisme. C'est une cérémonie hautement solennelle qui confère au chef de l'État la plénitude de ses pouvoirs constitutionnels et symbolise le respect du principe démocratique et la continuité de l'État. Dans les démocraties consolidées, c'est un moment de transformation de la victoire électorale en légitimité constitutionnelle et également institutionnelle. Et c'est un événement très important parce que c'est l'occasion également de pouvoir donner les orientations par rapport au nouveau cycle de gouvernance dans notre pays. Au plan juridique, par exemple, c'est cette cérémonie-là qui marque le début d'un nouveau mandat et la fin de l'autre. Alors, au plan politique, cette cérémonie-là permet au président nouvellement élu de prendre contact, de prendre des engagements, d'avoir son discours avec le peuple. Au plan métaphysique, je dirais que c'est spirituel, c'est sacré. Sacré parce que c'est pour la première fois qu'il sera, on va lui mettre les apparats de la République. Et il y a une communauté d'esprit, en fait. C'est là réellement que le pacte social se signe. Pour les historiens, la cérémonie d'investiture du président de la République n'est pas un concept importé, hérité de la colonisation. Elle équivaut, avec une touche bien moderne, au sacre du roi. Les Européens qui avaient sillonné ces royaumes durant la période coloniale, dans leurs relations de voyage, en avaient fait cas. La pratique de l'investiture, elle a existé. Et c'est pourquoi les populations l'ont conceptualisé. En Fongwe, par exemple, chez les Fonds, en Fongwe, on parle de Eranzeda Zinkbouji et Blatani. Au cours de l'investiture du président de la République, chaque détail compte. Les différentes étapes sont suivies à la lettre par la Cour constitutionnelle. Convenez avec moi que c'est une cérémonie hautement constitutionnelle et hautement spirituelle pour moi. Mais dès la cérémonie d'investiture terminée, il devient le président en exercice. Et à partir de ce moment, il peut commencer à signer des décrets. En jurant, je cite, « devant Dieu, les mânes de nos ancêtres, le peuple béninois tout entier, il prend à témoin toutes ces entités qui seront ses justiciers en cas de parjure. » C'est donc un rite qui recouvre le sens d'un engagement spirituel et moral très fort, surtout au Bénin où le respect des valeurs traditionnelles, le respect des ancêtres est très profond. Romuald Wada s'apprête à se soumettre à l'exercice le 24 mai prochain au Palais des Congrès de Cotonou. En succédant à Patrice Talon, il sera le 5e président de la République à l'ère du renouveau démocratique au Bénin. Et à quelques jours de cette investiture du nouveau président élu, les équipes de Bénin TV sont déjà mobilisées. Réunion éditoriale, coordination des reporters, essais sur le terrain. Dans les coulisses, journalistes et techniciens peaufinent chaque détail pour offrir aux téléspectateurs une retransmission à la hauteur de cet événement majeur au Bénin. Immersion au cœur des préparatifs avec Rebecca Kenjaoundé, Mathieu Degbeglo et Castel Mehento.
Dans les couloirs de la Société de radio et télévision du Bénin, l'ambiance est à la fois sérieuse et conviviale. Au cœur des échanges, l'investiture du président de la République élu. Les idées fusent, se confrontent, s'affinent. Chacun peaufine sa partition pendant qu'Ozias donne les dernières consignes avant le grand rendez-vous. Nous allons vous faire vivre et vous faire saisir tous les moments, toutes les émotions, décrypter les symboles et les sens de tous les actes clés qui vont se poser ce jour-là. On va commencer par la passation de charge entre Patrice Talon et son successeur, deux hommes d'État qui ont été rapprochés par 10 ans de gouvernance. C'est dire combien sera symbolique et unique ce moment de passation de charge entre ces deux hommes. Ensuite, on va basculer sur le moment aussi très attendu, c'est l'investiture en soi-même, la cérémonie qui va être ponctuée par 2 actes clés, la prestation de serment dont on va saisir les moments clés, mais également le discours d'investiture où le nouveau président va sans doute décliner le cap politique, économique, social, culturel, voire technologique qui compte imprimer au Bénin pour son septennat qui démarre ainsi. À un jet de pierre du couloir d'accueil de Bénin TV, nous voici à la rédaction de la télévision nationale. Ici, les journalistes passent en revue les sujets à réaliser dans le cadre de l'investiture. Les reporters mobilisés évoquent les défis du terrain et discutent des dispositifs mis en place pour assurer une couverture à la hauteur de l'événement. Alors ce que nous voulons vous offrir, amis téléspectateurs, c'est ce dont vous avez besoin pour savoir qui est le président élu, quels sont les attributs de sa fonction, quelles sont nos obligations en tant que contribuables, en tant que population vis-à-vis de cette institution et quelles sont également les perspectives à partir du dimanche prochain. Après le travail éditorial, il y a aussi le terrain pour assurer une parfaite coordination et une retransmission fluide des temps forts de cette journée historique du 24 mai prochain. Les journalistes de Bénin TV, déployés sur les différents sites, font déjà des essais grandeur nature. Nouveaux dispositifs, innovation technique, créativité éditoriale. Bénin TV se mobilise, chers amis téléspectateurs, pour vous faire vivre des moments inédits de retransmission de cet événement majeur de la vie démocratique nationale. Une seule date, le dimanche 24 mai 2026. Prenez le rendez-vous. Autre actualité, hier 20 mai était la journée mondiale des abeilles. À cette occasion, nous vous proposons de découvrir 2 produits fascinants qui découlent de ces abeilles au-delà du miel et de la cire. Il s'agit de la gelée royale, véritable élixir de vie, et la propolis, ce trésor utilisé en pharmacie et en médecine. À cause de sa rareté, le propolis lui coûterait près de 100 000 francs CFA le kilo. Un expert nous parle ici de ces produits d'exception qui peuvent faire objet de formation et de production. Il est au micro de Ronald Robinson et Michael Noati. La gelée royale, c'est le produit qui nourrit la reine. Donc la particularité, c'est qu'il faut avoir suffisamment de reines pour pouvoir produire davantage de gelée royale. Une ruche, c'est une reine, mais il y a la technique d'élever des reines. Donc ça, c'est une technique à part qui n'est pas souvent connue. Ce qui fait aussi que quand nous avons par exemple une reine qui disparaît d'une ruche, on dit que la ruche est orpheline. Les gens n'arrivent pas tout de suite à suppléer à cela. Donc l'élevage des reines est également une activité à part. Dans l'Égypte ancienne, la propolis était utilisée par exemple dans la momification. Donc c'est un produit phare qui est utilisé en pharmacie et en médecine. Et dans les ruches, par exemple, les abeilles produisent par exemple la propolis pour boucher les différents espaces parce que la ruche doit rester étanche, un peu comme une colle, ce qui fait que quand vous venez après faire la récolte du miel, il est difficile de bouger les cadres. Donc il y a aussi la technique de récolte de la propolis pour avoir suffisamment de propolis pour vendre. Sur la loi du marché, quand il y a peu de produit et que la demande est élevée, le prix grimpe. Donc la propolis coûte suffisamment cher. Sinon, nos apiculteurs vendent beaucoup le miel et la cire.
Le sport s'invite à présent dans ce bulletin. Redynamiser le sport à la base pour construire l'élite de demain. Le ministère des Sports et l'Office béninoise du sport scolaire et universitaire OBSU réunissent les acteurs du monde sportif et éducatif. Au cœur des échanges, l'atelier de validation nationale du plan stratégique 2026-2030. Un document crucial pour améliorer le manque d'infrastructures et réorganiser le secteur sportif béninois. Reportage de Annick Seou, Saint-Tiche-Quincon et Mathieu Degbeglo. Doter le Bénin d'une feuille de route consensuelle pour les 5 prochaines années. Tel est l'objectif de l'atelier national de validation du plan stratégique qui réunit les acteurs du monde sportif et éducatif. Nous avons des responsables donc des fédérations, nous avons des responsables de ces différents ministères, donc enseignement primaire, enseignement secondaire et puis enseignement supérieur. Tout ce monde qui s'est regroupé pour se donner cette boussole à l'OBSU. Le sport scolaire et universitaire occupe une place essentielle dans la politique nationale du développement du sport voulu par le gouvernement de notre pays. Il constitue non seulement un cadre d'épanouissement physique et moral des apprenants, mais également un puissant instrument de cohésion sociale, de promotion des valeurs citoyennes, de discipline et de détection des talents sportifs. Le diagnostic est clair. Manque d'infrastructures, déficit d'enseignants qualifiés, faible intégration du sport à l'école. Il y a un programme spécial qui a été élaboré pour l'inclusion, donc pour les personnes handicapées. Donc c'est dire que désormais dans les activités de l'OBSU, vous allez pouvoir constater la prise en compte donc, de cette frange. Et ceci permet d'avoir une main sur l'ensemble des pratiquants du sport en milieu scolaire et en milieu universitaire. Quand je prends le cours DPS, l'élève qui a des handicaps, il est à l'instant systématiquement dispensé pendant que les autres font cours. Alors même qu'il y a possibilité d'utiliser la pratique des activités physiques et sportives pour son intégration. Et c'est de là aussi que les pratiques sportives pour personnes handicapées peuvent émerger. Une fois validé, ce document deviendra le guide de l'État pour transformer l'environnement scolaire en véritable tremplin d'excellence. Nous parlons toujours sport, mais cette fois-ci du championnat de la zone 2 de pétanque qui démarre aujourd'hui à Abidjan. Hier, une équipe de Bénin TV s'est rendue au camp de base de préparation de Djadjo dans la commune d'Abomey-Calavi. Objectif, connaître l'état d'esprit et l'ambition des Béninois dans cette compétition sous-régionale. Les précisions dans ce reportage de Oded Dossou et Setonji Metoli. 4 guépards à l'assaut de la zone 2 de pétanque à Abidjan. Emmanuel Agoncan, sociétaire d'Ajax Formation de Parakou. Roland Fagbon et Vivian Zinvidjor de Prestige Pétanque Club de Kondéou, ainsi qu'Amir Adeni de Indépendant Pétanque Club de Porte-Novo, sont les choix du sélectionneur national Thierry Babagüeto pour défendre les couleurs nationales au championnat de la zone 2. À quelques heures du lancement de la compétition inter-ivoirienne, les derniers réglages sont axés sur la tactique, la précision et la concentration. Tout se fait sur la base des résultats concrets que nous obtenons dans ce stage-là. Nous avons quand même pu dégager 4 athlètes qui vont représenter le Bénin à cette compétition. Le quatuor béninois se dit prêt à aborder la compétition avec envie, détermination et ambition. Au pays de Alassane Ouattara, les guépards auront pour mission de remporter le plus de médailles possible. Le pays compte sur nous et en tant que capitaine de l'équipe, l'objectif est de garder mes amis, le groupe uni et concentré et très combatif. Nous allons donner de nous-mêmes afin que nos dirigeants soient fiers de nous. Rééditer l'exploit d'Aboissou en 2014, où le Bénin avait terminé champion devant la Côte d'Ivoire. Voilà le rêve du nouveau comité exécutif, dirigé depuis bientôt 5 mois par Salim Bionigan. Nous, notre objectif, c'est quand même de revenir avec les meilleurs des prix autour de ces 4 championnats pour ne pas ramener les 4 premiers prix. Ce serait encore une occasion de plus belle pour nous
afin de nous imposer une fois encore sur l'échiquier zonal afin de mériter ce respect que nos adversaires nous vouent depuis quelques années. 8 sélections nationales sont attendues à Abidjan du 21 au 24 mai 2026. En ligne de mire, 4 titres à décrocher à travers les épreuves de tête-à-tête, doublette, tir de précision et triplette. Emmanuel Agoncan et ses coéquipiers ont désormais la lourde responsabilité de faire rêver le Bénin. Comme la pétanque béninoise en a désormais pris l'habitude. Eh bien, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée de jeudi. Merci à vous, Victorine Bondé. Mesdames, Messieurs, c'était là donc les informations à travers le bulletin matinal. Vous le savez, avant d'engager une autre rubrique, nous avons un message. Oui, le président de la République, Patrice Talon, a délivré un message sur sa page Facebook ce matin et nous vous en donnons l'exclusivité sur la chaîne nationale. Message donc du président Patrice Talon au peuple béninois. Mes chers compatriotes, ce dimanche 24 mai 2026, notre président élu, M. Romualdo Wadagni, prêtera serment pour entrer formellement dans ses fonctions. Dès lors, il aura la délicate et exaltante mission de conduire la marche de notre pays vers davantage de progrès et de bien-être collectif et individuel. À cet effet, je voudrais lui réitérer mes vœux de grande réussite dans l'action qui sera la sienne durant les 7 années à venir. Pour ma part, au moment de quitter la charge, je voudrais vous remercier de tout cœur et vous dire combien je suis fier de vous pour le chemin exigeant qu'ensemble nous avons osé parcourir ces 10 dernières années pour les défis relevés, les réformes opérées, les chantiers majeurs engagés en vue de raffermir notre État et mettre l'action publique au service de son développement socio-économique. Assurément, le chemin n'a pas été... Assurément, le chemin n'a pas toujours été simple à parcourir, mais souvent, il fut parsemé d'embûches. Mais aussi, c'est cela qui en fait le charme et nous a galvanisés. À l'arrivée, nous pouvons observer avec le reste du monde qui ne manque de nous exprimer son admiration que nous avons fait du chemin. Nos efforts et sacrifices portent peu à peu des fruits. Cela est à notre actif à tous. Béninoises et Béninois, des villes, des campagnes et même de la diaspora, jeunes et moins jeunes. Avoir été le chef d'équipe de cette belle aventure, avoir été au service de notre pays fut un sacré honneur pour moi. Aussi, ma gratitude envers le Bénin et envers chacun de vous est-elle sans borne. En vous prenant à témoin, je me fais le devoir de saluer le rôle combien efficace d'une grande dame qui a su m'accompagner avec affection et patience et dont le coaching m'aura été d'un grand apport. Je veux nommer Madame Clotilde Benagnon Poviesi, épouse Talon, que je remercie de tout mon cœur. De même, j'adresse ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont entouré de leur amour, leur amitié et leur soutien, toutes choses qui m'ont permis de donner le meilleur de moi-même. En passant le relais au président Romualdo Wadagni, je veux partager avec vous ma conviction que sous son magistère, notre pays fera encore de grands pas vers l'accomplissement de son dessein, celui d'être une grande nation. Pour ce faire, je ne doute pas que fort de ce que nous avons accompli jusqu'ici et mu par la volonté inébranlable d'aller encore plus loin, ensemble, nous saurons nous mobiliser autour de lui et avec lui dans l'intérêt supérieur du Bénin pour conquérir des pans entiers de progrès qui génèrent bien-être, fierté et prospérité à toutes et à tous. Vive la République, vive le Bénin. C'était là donc le message du président de la République, Patrice Talon, qui adresse donc ce message au peuple béninois à quelques jours de la passation de service où il va donc quitter la charge. La charge, nous, on ne la quitte pas, la nôtre justement, celle qui consiste à vous présenter cette émission et nous allons aller justement vers les événements qui sont à la une dans notre pays.
Événement à la une, nous recevons donc le tout premier invité de Patrick Idjossou. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé. Alors ce matin, vous nous parlez d'un événement que le Bénin connaît depuis quelques années, les rendez-vous Sowedia, mais il s'agira concrètement aussi d'un grand concert. Oui, un grand concert. Un concert qui va faire venir une personnalité du monde gospel, une personne qui a des millions de vues sur YouTube. Et on l'appelle Déborah Lukalou. Déborah Lukalou, elle est de nationalité congolaise, elle est de la RDC, mais c'est un chanteur, je dirais, international. Chanteur international qui ne sort pas de chez elle sans toute une armada. Sauf que nous, on a réussi à la faire sortir. Oui. Elle sera à Cotonou bientôt. C'est à l'initiative de Romain Agbangla qui est sur ce plateau. Romain Agbangla, bonjour. Bonjour. Alors, Jaya Center nous a toujours émerveillés avec les rendez-vous Sowedia. Et les rendez-vous Sowedia nous promettent maintenant du beau, du bon, du lourd. Du lourd avec l'arrivée de Déborah Lukalou. Comment ça va se passer? Absolument. D'abord, qu'est-ce qui a motivé? Parce que je voudrais bien savoir ce qui a motivé les rendez-vous Sowedia à se retrouver dans ce rendez-vous-là. L'initiative à la base, c'est de pousser les pratiquants du gospel à améliorer leur performance pour pouvoir se faire un nom à l'international. Et dans cette dynamique, il était important pour nous de créer le brassage, de fédérer des chants confirmés à l'international pour leur permettre de toucher de doigt notre vision, notre cible, ce que nous rêvons d'eux. Donc, c'est dans cette perspective que nous avons essayé de faire le tout pour amener Déborah Lukalou qui sera pour sa première fois au Bénin le 20 décembre. Oui, pour sa première fois au Bénin le 20 décembre. On va revenir sur les détails tout à l'heure. On va découvrir juste Fidélité. Fidèle, sois fidèle, un morceau de Déborah qui nous met dans l'effusion, qui nous met dans l'adoration. C'est un morceau très cool. Suivez s'il vous plaît. Quel que soit le moment, le temps, les épreuves, les circonstances de ma vie. Tu as toujours été là, mon fidèle ami. Elle parle de Jésus, toujours là. Alors, on est là pour parler justement de ce spectacle, parce que ça va être un spectacle live. Là, on a suivi un clip, mais elle a l'habitude de faire des lives qui sont assez époustouflants. Comment ça va se passer, ce live? Ce concert exceptionnel s'inscrit dans le cadre de la clôture de la saison 7 du festival Les Rendez-vous Sowedia. D'accord. Et ce serait l'occasion de remettre les prix aux lauréats des différentes compétitions du festival. D'accord. Et ce serait également le moment de lancer le clip audio-visuel de la première voix de la saison 7 dans la perspective de créer la collaboration entre les grands noms de la musique gospel à l'international, parce que quand nous parlons de la présence de Déborah Lukalou, c'est clair qu'il y aura beaucoup d'autres artistes, beaucoup d'autres chanteurs qui seront de la partie, que ce soit de l'international ou de la sous-région, qui vont fédérer autour de l'événement. Donc il est important pour nous aujourd'hui de travailler avec ces jeunes qui vont s'inscrire sur la saison 7, de sorte à ce que, à l'issue des performances qui seront produites à travers déjà le clip et en live, ça puisse convaincre ce parterre de professionnels du gospel pour pouvoir leur donner la main pour intégrer le réseau international. Moi, j'ai une curiosité. Qu'est-ce qui a milité en faveur du choix de Déborah Lukalou plutôt qu'un autre chanteur à l'international, par exemple? Ah oui, il faut dire qu'à la base, nous avons fait un sondage auprès de la communauté, de la communauté gospel sur les plateformes au Bénin pour comprendre que oui, ça c'est l'artiste attendu, c'est la chante attendue qui n'est jamais venue au Bénin.
Ok, d'accord. Ce sera donc un baptême de feu pour elle, Ce avec sera le public béninois. feu, oui, avec le public béninois. Oui, vous avez parlé des chantres internationaux qui seront certainement là. D'autres chantres internationaux. Oui, d'autres chantres internationaux seront là. Elle ne sera pas seule. Oui. On peut avoir quelques noms? Non, pour le moment, je vais taire les noms parce que... Il faut garder l'exclusivité. Nous allons garder ce dans le plan stratégique de communication. Nous allons décliner les chants de la line-up progressivement. Progressivement. Oui, j'espère que vous n'avez pas oublié les chantres nationaux aussi. Non, du tout pas. Le Soïdia, c'est d'abord pour le Bénin, c'est pour révéler les talents béninois. C'est forcément une obligation pour nous d'aligner les nôtres et leur permettre de gagner aussi en visibilité à travers cette scène artistique à l'international qui aura lieu au Bénin. OK. On garde déjà la date. C'est pour le 20 décembre, mais ce qui est déjà important pour nous, ce que nous allons beaucoup plus faire ce jour, c'est d'abord, il faut dire que la cérémonie de clôture du festival, ça va commencer le vendredi 18. Ça va commencer le vendredi 18 à Majestic, et vendredi 18, samedi 19, et c'est le dimanche 20 qu'il y aura l'apothéose avec le concert de Deborah Lukalou. Quand vous parlez de Majestic, c'est Majestic Cinéma, Canal Olympia, à Ologede, oui. D'accord. Donc, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'abord susciter ces jeunes talents pour pouvoir s'inscrire dans les différentes compétitions du festival pour pouvoir se tailler une place de choix sur cette scène parce que nous n'allons pas faire la promotion de la médiocrité. C'est les talents que nous avons dégagés, que nous avons détectés, qui auront la chance de s'exprimer sur cette plateforme. Donc, c'est pour cela que nous invitons les danseurs, nous invitons les musiciens, les chanteurs, les humoristes et tous ceux qui peuvent déjà exprimer leur talent à travers l'une des compétitions que nous proposons. C'est le moment de s'inscrire rapidement à travers la plateforme Soïdia pour pouvoir suivre les formations qui vont leur permettre d'aller jusqu'à la fin, sortir le meilleur d'eux-mêmes à la fin de l'aventure pour pouvoir trouver une place de choix pendant ces 3 jours. On rappelle rapidement les catégories pour la compétition. Déjà, pour la compétition phare, c'est Gospel Music Challenge avec la voix, la trompette, le piano, la batterie et la guitare basse. Nous avons également les enfants qui s'expriment à travers Kid Praise, aussi à la voix, la batterie, la oratoire, la plastique et bien évidemment la batterie. Et pour ce qui concerne les humoristes, nous avons Scribe en Aide qui les accueille. Il y a les groupes de danse qui sont dans Oya Dance. Il y a Orchestre Unity Challenge qui reçoit les fanfares, les groupes de fanfares, les groupes musicaux, les chorales et les groupes traditionnels, surtout parce qu'il est important de mettre en avant nos rythmes traditionnels et de travailler à améliorer également, parce qu'aujourd'hui, il est important de comprendre que ces rythmes-là, ça s'enseigne et ça se transcrit. Donc, nous avons Flamme et Saveur pour nos amis de la cuisine et pour la mode, nous avons Olympia du charme et de la mode pour dire que c'est tout ce que nous enseignons dans le centre que nous mettons en exergue pendant les vacances pour ressortir les talents de la jeunesse. Parce qu'il faut dire qu'au Bénin, quand on parle de l'art, pour la plupart du temps, on y vient par talent inné, pas forcément, c'est des gens qui, pour la plupart, qui se sont formés sur le tas. Donc c'est l'occasion pour nous de leur apporter les armes de se confirmer sur la scène internationale en tant que professionnels de l'art. Super. Voilà. Je crois que tout est dit. Ah oui. Allez, on a retenu déjà que Deborah sera là. Et qu'il y aura les formations pour les talents. Les talents bruts, c'est bien, mais talents polissés, travaillés, nourris, ça donne aussi beaucoup plus également. Et donc, c'est une occasion pour les talentueux de s'inscrire.
une grande occasion. Vous vous inscrivez, Merci. Patrick? Vous êtes musicien, chef choriste? Mais je crois qu'il y a un âge pour... Nous ne voulons pas des vieillards. Nous ne voulons pas des experts comme Patrick? Non, nous ne voulons pas des experts. D'accord. Nous travaillons à révéler les jeunes talents. Allez, merci beaucoup. Il y aura bien évidemment la résidence Soya du 16 jusqu'au 22 août. Roméa Bangla, je crois que... Dans un hôtel avant la grande finale au Palais des Congrès. Vous aurez le temps de revenir à la maison, comme ici, c'est chez vous. Vous allez revenir quand vous voulez, donner plus de détails. Comme ça, on s'approcherait déjà de décembre et puis on suivra ensemble l'évolution de cette allant. La billetterie pour le concert sera très ouverte. On n'en parle pas sur ce plateau. Voilà, à moins que M. Souleymane Achanti vous accueille dans son bureau et puis après vous verrez le reste. Allez, on va prendre congé de Roméa Bangla pour accueillir un autre invité, Patrick. Oui, un autre invité. Alors, le titre de son opus, c'est Jeune Premier. Jeune Premier, pourquoi? Il va nous expliquer pourquoi il a parlé de Jeune Premier. Et pour son premier lancement, le premier lancement de son album, on est allé checker, on a pu retrouver quelques images. On suit ceci pour son premier lancement d'album. Ami non donusia, ono ami kunono donusio, il a mis à gagner. Dans nous ne viens à pâter à garder. Dans nous à garder de. C'est ho ma ho à zalesi me ho. Mambli maku makble ma jeko. Blagada masurondo. Et il est dans Semedo. Et d'Adjiko Topo. Sikpo Zopo. Koko le tro le posolepo. Et dame wibo dayovo. Yen po wepo. Yen wegli. Et wesi. Mede boriga. Le va mettre krokro. Et il est dans Rouvono Ronsouori Djidji. Et ma pewe kope meji. Jackie Goransu Pili Gidi. Merci si Jehovah d'ici. Ouais, mi délai di kasisi. Le bono litaï. 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 Merci si Jésus-Christ. Il quand ouais mi délai kesi. Le bino flijaï. 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 Merci si Jehovah d'ici. Ouais, angel il est bino pesolo. Vous l'aurez deviné, Aouyan Kayo est bel et bien sur ce plateau. Aouyan Kayo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous allez bien? Oui, super bien. Là, on vous a vu dans ces images-là, c'était lors du dernier lancement, enfin celui qui précède le lancement qui arrive, mais les téléspectateurs auraient aimé voir tout votre visage. Est-ce que c'est possible d'enlever vos verres, qui sont très stylés d'ailleurs, je vois avec l'habit et tout, mais faites-leur l'honneur de vous découvrir. Voilà. Merci beaucoup. C'est plus joli comme ça, non? Oui, c'est plus agréable. Oui. Alors, oui, Aouyan Kayo, ça fait un moment que Aouyan est dans, je dirais, l'agora, est dans l'arène pour le slam. Ça fait combien de temps pour ce slam, pour être slammer Aouyan Kayo? Ouais, ça fait 8 ans. 8 ans. 8 ans. 8 années de travail sur du slam, mais en langue fond. Et ce qu'il faut, il faut attirer l'attention sur le fait que ce sont des textes que Aouyan Kayo écrit d'abord. Parce que ce n'est pas que c'est dit simplement, c'est écrit avec toute la rime possible. Qu'est-ce qui vous a poussé à cette inspiration? À l'écriture en fond? Oui, au slam en fond, oui. Bon, d'abord par rapport au test, c'est tout évident d'écrire son test soi-même en tant qu'artiste, et surtout artiste, poète, slammer et humoriste. Ce n'est pas facile de glaner des tests sur tous les supports que nous connaissons et tout, parce que ce n'est pas évident de s'approprier l'esprit du test. Et donc, moi, j'écris mes tests de moi-même après que l'inspiration me soit signalée.
Et puis voilà, maintenant je suis au slam parce que, à vrai dire, je ne sais pas chanter. Et c'est ce à quoi j'ai été appelé. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la parole, le slam, la poésie, pour exprimer ce que je ressens, pour exprimer ce que beaucoup pensent peut-être et n'arrivent pas à extérioriser. Et surtout, édifier nos communautés au travers de cet art qu'est le slam. Édifier les communautés. Alors, il y a combien de... Il y a par combien? Il y a, quels sont les thèmes qui sont les thèmes de prédilection que Awouyan Kayou parcourt? Awouyan Kayou chante Dieu. J'aime beaucoup chanter Dieu. D'accord. Je chante l'amour aussi, la paix. Et je parle aussi des faits sociaux qui se produisent autour de nous et de façon humoristique en vue de tirer une leçon pour que cela puisse servir au-delà du caractère humoristique que cela revêt en fait. D'accord. Awouyan Kayou, vous avez été découvert par le public comme ça à travers cette mythique déclaration d'amour, puisque vous parlez d'amour. Oui. Déclaration d'amour en fond. Est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la mémoire là tout de suite sur le plateau? Par rapport à Kodo, oui. C'est ça, avec plaisir. Kodo, je précise que c'était un test que je faisais, j'écrivais pour ma fiancée. Ah, d'accord, donc c'est une réalité en fait. C'est purement une réalité. Pendant qu'on était fiancés, on n'était pas encore mariés. Et donc, je pensais à elle. Quand j'écrivais beaucoup de tests, j'ai dit, il faut que je lui déclame un truc. Et je lui ai rien dit. Après la sortie même, elle était à Boycon. Elle a entendu sur une des chaînes radio, elle dit, ça c'est la voix là. C'est la voix de cet homme. Et c'est alors qu'elle m'a appelé et je lui adresse toute mon affection et tout mon amour. Elle nous suit à présent. Oh, quelle émotion, oui. Adjabou Carmel, bonjour et bisous à toi. Oui. Kodo, Widjenjulo, Kodo. Kodo hun toto ebodoto lilinu ikho vodo kocho edo nuyon menu kume on vovo ringpo njulo do gbonvo na meche adomeba boto gosin sadobo do gogo megbe wanu chokoto bo iwan avo wedi no mitonle yonu hoho ase ganru tombo wọ̀nyí èèyàn donu wé dàgbà bo kúlóhùn kó pargo àbí wẹ́gbó tó hó wọ̀nyí màdó dògbó mọ̀wé na súhó bódọ́nu zùngbó àhóhó àgbétáwo yóò dọ̀ yẹn mọ̀ kódó dògbó. mọ̀ ìyọ̀pọ̀ na jágbanu wé bọ̀ tsáhóhó àbòbó na pé tó nu gbalagadama sùn wọn dọ̀ sí gígo lóde sún ẹ kó jùlọ bó kó tó bọ̀ wẹ́kúnná náà mi jùlọ sí nu tó ètò. wọ́n máa gbà omi náà tó hó bódó hó lò zan tó bọ̀ wẹ́ na sọ hó sí hó bóná lẹ́ jìyà dì mẹ́bí wò kógo. Nana we akwe khwala kwa wana sinda voto I hunjuro hitodo ma okoblo bano pe adodo ho koko bo so tro dodo moyo zozo na dogu. Eh bien, comment est-ce que vous arrivez à trouver aussi facilement? Bon, moi je dis facilement, puisque moi j'écoute là maintenant, je me dis, ben, c'est peut-être facile, mais comment est-ce que vous arrivez à trouver les rimes en langue fond, qui n'est pas une langue facile non plus? Moi, j'avoue même qu'en fond, j'ai plus de facilité à construire mes tests. Ouais. Et j'ai plus de facilité à déclamer même devant mon public en fond qu'en français. D'accord. Et vous avez pu, avec le fond, participer à des spectacles où il n'y a pas de locuteur fond? Non, je ne peux pas dire ça. Non. Je ne peux pas dire ça. Partout où je passe, le fond passe. Même au nord, au Bénin, j'ai eu à faire des spectacles un peu partout. Oui. Mais le fond, ça passe. Et il y a toujours cet engouement du public. Il y a toujours cette chaleur-là. Les gens préfèrent même. Les gens préfèrent le fongbe au français quand Kayou est sur scène. D'accord. Awouyan Kayou, je voudrais dire aux téléspectateurs que Awouyan, c'est vraiment votre nom de famille. C'est Samson Awouyan. Oui, Awouyan, c'est le nom de mon père. Mon patronyme, le nom de famille. Je suis Awouyan Daboumé de Djaboué Ongoudo. Donc ce n'est pas un surnom? Non, pas du tout chez moi, ce n'est pas un surnom. Vrai le surnom, c'est plutôt Kayou. C'est Kayou le surnom. Oui. Et Kayou s'écrit K ou apostrophe? Oui. K-U. Comme en anglais. Alors, on parle de Jeune Premier. Jeune Premier, qu'est-ce que c'est? Dites-nous toute l'histoire autour de Jeune Premier.
Jeune premier, c'est un test qui est venu comme ça. Ça fait 3 ans. Je m'apprête à lancer un recueil de poèmes. Et c'est en écrivant que j'ai eu juste l'inspiration de penser à ce qui se passe autour de nous par rapport à la jeunesse. D'accord. Cette jeunesse aujourd'hui très vigoureuse et également très fougueuse par rapport aux tendances. Tout le monde veut être à la page, tout le monde veut être à la mode, dans le mood et tout, jeune. Et donc, c'est normal d'ailleurs. Et donc, on cherche à être connecté, branché, on cherche à être dans ceci ou cela. Personne ne veut négliger la tendance. Et on a aussi tendance à constater que cela fait que nos vraies valeurs africaines, nos vraies valeurs béninoises sont en train d'être, les valeurs originales sont en train d'être ignorées légèrement aux dépens de cette tendance à la modernité et tout. Et donc, j'ai commencé par écrire, et c'est là que je l'ai titré « Jeune premier », pour dire, voilà, chaque jeune veut être le premier à la page, à l'affiche, voilà, et c'est ça. Donc, pour faire une peinture poétique de ce qui se passe, de ce que nous vivons avec les jeunes aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà. D'accord. Jeune premier, entre-temps, vous avez lancé des genres de challenge, enfin de petites capsules pour jeunes premiers. Et on va sur les capsules, avant d'aller sur le test même, avant d'aller sur le clip même, on suit rapidement ceci. D'accord. Il préfère le shawarma au nez de la femme Wama, vendeuse de wassa wassa. Plutôt que de prendre soin de leur bizarre, ils sillonnent les restos de pizza. Parle-leur tout délicieux à bout de arrosé de son chapalo. Ils te diront que c'est faux. Jeune bien qu'ils soient d'ici, ils pensent et laissent l'apparence qu'ils sont de... Maintenant. Voilà, annonciateur du clip Jeune Premier. On va passer carrément au clip. Voilà, ça va être plus simple, mesdames et messieurs, de suivre ce clip, je dirais, en exclusivité sur la télévision nationale. Ça s'appelle Jeune Premier et c'est Awinian Kayou qui nous le propose. Ah, d'accord. Ok, le clip va venir. En attendant, Awinian Kayou, qu'est-ce que vous dénoncez dans le titre Jeune Premier? Comme je le disais tantôt, c'est un peu comme un appel. D'abord, c'est un peu comme un appel à la jeunesse à ne pas oublier le fait que nous avons des valeurs originales chez nous avant de rencontrer d'autres valeurs étrangères que nous ne critiquons pas, que nous ne rejetons pas, mais qu'il faut savoir combiner les deux. Le message va passer certainement et passera. On va à présent suivre le clip. Il est prêt avec la complicité. Se consacrer à notre affûti national, notre liot et un bon fondement avec de l'oignon par ici. On préfère les jambons et les saucissons, les shawarma et tout. Hamburger. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette contradiction avec les jeunes? Non, ça coule les rues, c'est partout, même vous savez, même à la maison avec les enfants, voilà, ils préfèrent quand tu dis tout de suite, sortons, qu'est-ce qu'on va manger au dehors ou vous allez entendre les réponses qui vont sortir automatiquement. Et donc, c'est cela. Et parfois, c'est les enfants qui disent aux parents, allons au restaurant. Voilà, et c'est ce qu'ils veulent. C'est beaucoup plus ces mets ou ces repas-là. Et aussi, la jeunesse actuelle, avec la génération tête baissée, c'est ça, tout est sur téléphone aujourd'hui, tout est sur Internet. On est côte à côte, mais bon, on n'est plus là, vraiment, on est là, mais on est absent. On est loin de ceux qui sont proches et proches de ceux qui sont loin. Ceux qui sont loin, voilà, et tout se passe comme ça. Et moi, quand je constate, je me dis, qu'est-ce que l'avenir va devenir? Parce qu'on a des difficultés à s'intégrer aujourd'hui, bien qu'étant côte à côte. Vous voyez, donc c'est tout ça qui
C'est vrai qu'on n'arrête pas le progrès à Ouyancaillou, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger, ne serait-ce qu'un tout petit peu le tir? Oui, c'est justement ça, d'être un peu éveillé à ça. D'être un peu éveillé à ça, savoir que les deux sont utiles et qu'il doit y avoir un mariage, un jumelage entre les deux tendances-là. D'accord. Un jumelage entre les deux. Et donc, vous êtes en train de conscientiser, de penser à conscientiser le peuple, enfin les plus jeunes. Les plus jeunes, oui, à ne pas balayer du revers de la main tout ce qui vient de nos valeurs originales et de s'accrocher uniquement à la modernité. Alors, Jeune Premier, c'est, disons, un opus qui sort aujourd'hui. Nous, on a eu cette exclusivité, mais ça sort ce soir Oui, ça sort ce soir à 20h20. À 20h20. Jumelle. Oui. 20h20. Comme le dirait quelqu'un. Donc, aujourd'hui, 21... Oui, 21 mai. À 20h20. Oui. Jeune Premier. Oui, parce que 21, ça fait 20 plus 1, ça fait premier. Donc, Jeune Premier sort à 20h20 sur toutes les plateformes. Ouais. Donc, à télécharger, à déguster. Tout à fait, à volonté. Merci pour votre passage, merci pour cette exclusivité que vous nous avez offerte. C'est moi. Événement à la une vous attend pour d'autres événements à la une. Merci beaucoup. Merci à vous, Patrick. Merci à Ouyancaillou d'être passé. On vous souhaite une très bonne journée. Patrick, on se retrouve demain. Oui. Par la grâce de Dieu. Allez, merci à vous. Mesdames, Messieurs, à présent, on va passer à une autre rubrique, la rubrique Instant politique, qui va recevoir donc un invité où nous allons parler justement de politique. Nous allons parler de l'investiture du président de la République, sa portée et ses implications démocratiques, ce que cela veut dire réellement. On en parle avec ce tapis qui nous permet d'accueillir notre invité. Il est là, M. Atioubé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous. Vous avez accepté donc de discuter avec nous par rapport à cette thématique, la prestation de serment. On sait que dans quelques jours seulement, dimanche prochain, le nouveau président, le président élu du Bénin va officiellement entrer en fonction. Vous, en tant qu'observateur de la vie publique, analyste politique, quel regard portez-vous sur cette cérémonie-là? Peut-on s'en passer ou qu'est-ce qu'il faut faire? Merci d'abord pour le choix de la thématique, parce que déjà, le 24 mai prochain, le peuple béninois aura une fois encore à vivre l'investiture de son 5e président à l'ère du renouveau démocratique. Au-delà d'une cérémonie protocolaire, c'est surtout un moment républicain fort, un moment républicain majeur, qui symbolise la stabilité de nos institutions, qui symbolise la vitalité de ces institutions-là et la continuité républicaine. Mais aussi et surtout, ça symbolise la maturité démocratique de notre pays, le Bénin. Et donc, c'est un cérémonial qui a plusieurs portées. Et je crois que tout à l'heure, on va justement, on est déjà dans le vif du sujet, ce cérémonial. Est-ce que le président de la République pourrait être le président dans toute sa plénitude sans cette cérémonie de consécration, je dirais, cette solennelle cérémonie de prestation de serment? Alors, le président de la République ne saurait être dans toute sa plénitude sans cette prestation de serment, sans cette investiture, en fait. En effet, vous savez, l'élection déclare le vainqueur, mais c'est l'investiture qui, juridiquement, définit, en fait, le président de la République. À l'investiture, le président cesse d'être le candidat d'un camp et devient le garant de la Constitution de notre pays, le garant des institutions, le garant également de nos lois et de nos textes. Il devient le président de toute la République. Et au plan constitutionnel, c'est à l'investiture que le président, devant toute la nation, devant l'histoire et devant les institutions assermentées, prête serment et s'engage à respecter notre Constitution, mais surtout à faire quoi? À nous conduire dans l'unité nationale, la cohésion nationale et à défendre l'intérêt supérieur de la nation. Vous savez, une démocratie qui vit a des signes, et l'un des signes, c'est l'investiture. Parce que la portée démocratique même de l'investiture, vous savez, la grandeur d'une démocratie ne se mesure pas juste à l'organisation des élections, mais à la capacité des institutions à pouvoir faire quoi? À pouvoir
assurer, garantir la transmission apaisée du pouvoir, la transmission du pouvoir conformément aux textes et lois préétablis. Le président élu prête serment sur un texte inscrit dans la Constitution. Quelle est sa signification? La signification, c'est d'abord, elle a une signification plus profonde. Ce texte inscrit dans la Constitution de notre pays, ça témoigne, ça envoie un message au peuple pour dire nos institutions, les textes et lois que nous-mêmes avions écrits à la conférence sont au-dessus des individus. Et comme l'a dit De Gaulle, les gouvernements passent, mais la République demeure. La Constitution est au-dessus. Et ce symbolique que nous allons vivre le 24 mai vient nous rappeler encore une fois que notre République vit, que nos institutions sont au-dessus de nos ambitions individuelles. Alors, on a vu dans ce pays un président, un ancien président, lorsqu'il s'est agi de prêter serment, a choisi de ne pas prononcer un pan de la phrase contenue dans la Constitution. Alors, et on a dû faire reprendre à ce président la prestation de serment. Est-ce qu'a dit que le président n'est pas libre de dire ce qu'il veut le jour de la prestation de serment? Non, le jour de la prestation du serment, le président, en fait, il présente son ambition pour le développement du pays. Mais à la base, il doit pouvoir respecter juridiquement ce qui est écrit dans notre Constitution. La formule de prestation. La formule de prestation. Ça donne du poids à nos institutions. Ça donne, d'abord, pour nous les plus jeunes, un respect des institutions, un respect des principes et règles préétablies. Et c'est ça, une démocratie qui vit, en fait. Alors, dans quelques jours, Romuald Wadani, président élu, va faire l'exercice, va rentrer dans sa plénitude en tant que président de la République. Ouais. Quand on regarde un peu notre système démocratique, la Cour constitutionnelle reçoit le serment du président, mais au-delà de ça, quelle est la partition des autres institutions? Puisque ce jour, tous les présidents d'institutions, tout le peuple se mobilise autour de cette prestation-là. Alors la partition, déjà, quand je prends les autres institutions, c'est une manière pour chacune des autres institutions de pouvoir porter allégeance au nouveau commandeur en chef, au nouveau président de la République qui devient le commandeur en chef de notre État. Vous savez, à cet instant, à part la prestation au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a également la grande chancellerie, la vice-présidente de la République qui lui transmet les attributs de la République. Qu'il élève. Qu'il est réellement le grand chancelier de la République. L'état-major lui transmet également pour lui dire qu'il est le chef d'État des armées. Et cet instant aussi est choisi pour que l'ensemble du peuple puisse être présent. Parce que lors des élections, il peut y avoir des divergences. Mais à l'investiture, tout le peuple se réunit et regarde dans une même direction. Et envoie un nouveau vœu, un vœu de développement de notre belle patrie, le Bénin. Et vous savez, l'investiture a également une portée. L'autre portée, c'est la portée diplomatique et internationale. Parce qu'à l'investiture, nous invitons les corps diplomatiques accrédités au Bénin, les représentants des autres pays. Les représentants des autres pays et tout. C'est un moment où le Bénin envoie un message fort à l'international, à la diplomatie, pour dire nous sommes un pays stable. L'ordre constitutionnel, l'ordre républicain est respecté chez nous. Ils sont respectés chez nous, je dirais. Mieux, le Bénin envoie un message au monde entier pour dire « Vous pouvez venir vers nous. Nous sommes un peuple discipliné qui aspire à aller à la conquête du monde. » Voilà. Et donc, il faut dire que la prestation de serment reste une pièce maîtresse dans les dispositifs étatiques de notre pays. Oui, c'est une pièce maîtresse parce que, comme l'a dit Montesquieu, vous savez, à l'investiture, nous ne célébrons pas un homme, mais nous célébrons la République. Nous célébrons notre État. Nous célébrons la suprématie de nos institutions par rapport aux ambitions individuelles. Et donc, c'est une pièce maîtresse de la vie démocratique d'une nation. C'est l'officialisation du verdict des urnes, en fait. Parce que c'est à l'investiture que le chef de l'État prend les commandes réelles de la nation. Et il prête ses mains devant tout ce peuple pour dire « Je vous conduirai dans l'unité nationale » en respectant notre Constitution, nos textes et lois de la République, mais surtout en veillant à défendre l'intérêt supérieur de la nation. Rodrigue Atiogbe,
lors de la prestation de serment, quand le président prend le pouvoir dans toute sa plénitude. D'habitude, il y a des chefs d'État qui arrivent, mais parfois, il peut y arriver que des chefs d'État n'arrivent pas. Est-ce que la présence ou l'absence d'un chef d'État étranger ou bien de chefs d'État étrangers à cette cérémonie enlève quelque chose à la prestation ou bien enlève un signe du partenariat entre le Bénin et les autres nations? L'absence des chefs de l'État à la cérémonie d'investiture de notre président n'enlève rien, en fait, à la présence de cet événement. Non, parce que nous avons les corps diplomatiques qui sont là, nous avons leurs représentants. Ils sauront en fait transmettre le message. Pour nous, c'est une décision que nous avons prise depuis un certain temps dans notre pays, le Bénin, et je ne pense pas que ça touche à la qualité et au contenu même de ce cérémonial-là. Voilà. Habituellement, les Béninois sont convaincus que c'est à Porto Novo que le président élu prête serment. Mais un certain nombre de contingences font aujourd'hui que le président prêtera serment à Cotonou. Une vive polémique est née dans cette situation, mais le gouvernement justifie le choix de Cotonou par les travaux en cours au stade Charles de Gaulle de Porto Novo où habituellement les présidents prêtent serment. Alors, à votre avis, est-ce que cela apporte une nouvelle couleur à cet événement grandeur nature puisqu'il aura lieu à Cotonou, au Palais des Congrès, plus précisément? Justement, vous savez, je le disais un peu plus haut, l'investiture d'un chef d'État a aussi une portée historique. À chaque investiture, c'est une nouvelle page de l'histoire politique de notre pays qui s'apprête à s'écrire avec un nouveau chef. Et l'investiture du 24 mai, précisément, en fait, a d'autant plus cette portée historique en ce sens où nous le faisons à Cotonou. Notre pays, vous le savez, depuis 10 ans, nous avons démarré une transformation structurelle de notre pays. Et aujourd'hui, l'investiture, pour des raisons que vous avez évoquées, aura lieu à Cotonou. Et c'est ça aussi l'histoire. Et ça permet aux plus jeunes, quand ils grandiront, ils diront, au temps du président, son Excellence, M. Romuald Mbouké Wadayi, nous avons eu à faire l'investiture à Cotonou. C'est aussi l'histoire. C'est tout ceci qui contribue en fait à la grandeur de notre peuple. Et je pense que c'est pour de bonnes raisons que l'investiture aura lieu à Cotonou et pour le bonheur du peuple. Voilà. Il est annoncé 6 000 invités, 6 000 personnes au Palais des Congrès. Est-ce le signe d'une adhésion qui s'officialise davantage vu les résultats proclamés la dernière fois à l'issue des élections présidentielles? Ah oui, c'est le signe d'une adhésion. C'est le signe de l'appel à l'unité. C'est le signe que le mandat qui s'annonce sera un mandat d'unité nationale. Ce sera un mandat où le chef de l'État décide en fait de reconnaître cet engouement autour de son élection. Vous voyez, c'est la première fois qu'un président a été élu à plus de 94%. Vous voyez, c'est fort. C'est pourquoi nous prenons cette investiture comme le signe du rassemblement. L'ensemble du peuple sera là pour regarder dans une même direction. La direction que le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, a dit à tracer. Et d'ici 7 ans, nous allons travailler à ce que le Bénin soit une destination prisée en Afrique et dans le monde entier. Voilà. Le président Patrice Talon, ce matin, a délivré un message aux Béninois. Il est reconnaissant pour la confiance et pour le chemin parcouru. Il espère que le Bénin ira encore plus loin. À votre avis, quels sont les leviers, les premiers leviers sur lesquels le nouveau président, à partir du dimanche prochain, pourra agir pour annoncer déjà véritablement qu'il ira loin, plus loin que Patrice Talon? Je voudrais d'abord rendre un petit hommage au magistère, son Excellence M. Patrice Talon, pour sa détermination, son sens du patriotisme. Vous savez, Hugo Victor a dit ceci, les grands hommes bâtissent leur propre piédestal et l'avenir se charge de la sépulture. Et nous nous chargerons de la sépulture de son Excellence M. Patrice Talon pour ce qu'il a apporté à ce pays. Et lorsque je reviens à son Excellence M. Romuald Mbouké Wadayi pour ce qu'il doit faire pour se démarquer, l'un des premiers chantiers, je pense que c'est le social. Et je pense qu'en a lu son projet de société, nous savons que le chef de l'État élu fera encore des merveilles parce qu'il a déjà dans son projet de société évoqué le volet social. Et je pense que c'est l'un des chantiers sur lesquels il va travailler. Et l'autre chantier sur lequel il va travailler, c'est le chantier de l'éducation. Parce que vous savez, de l'éducation des enfants d'un peuple dépend l'avenir de ce peuple. Et dans son projet de société, il a évoqué des projets allant de la gratuité de l'enseignement, les infrastructures, la construction des infrastructures scolaires, le positionnement du numérique pour repositionner l'éducation nationale. Je pense que le chef de l'État commencerait bien et ce sera pour le bonheur de nous jeunes, parce que notre pays est constitué en majorité de jeunes et c'est le moment
pour nous encore de remercier le chef de l'État pour avoir pensé à la jeunesse. Et merci à tous ces aînés qui ont accepté cela. Voilà. Nous parlons des implications démocratiques de cette prestation de serment. J'y arrive. Au-delà de ça, quand on regarde aujourd'hui la nomenclature institutionnelle de notre pays, il y a comme un alignement de toutes les instances pour porter le Bénin un peu plus loin. Mais est-ce que quelque part, le président qui va prêter serment le dimanche prochain a les coudées franches pour agir sur les piliers démocratiques afin que d'autres voix puissent apporter leur contribution à la construction du pays? Vous l'auriez suivi lors des campagnes. Le président est ouvert. Il est un président rassembleur. Il n'écarte pas un camp. Il a les coudées franches. Je pense que vous voulez faire allusion au Sénat. Mais au fond, l'apparition du Sénat dans le système politique n'est pas une création du Bénin. Ça existe sous d'autres cieux. Et je pense que c'est pensé, c'est réfléchi. Et le nouveau président a réellement les coudées franches pour y arriver. Et déjà, il a des signes qu'on a remarqués lors des campagnes. Et on était sur le terrain, nous avons remarqué que le chef de l'État désire réellement rassembler l'ensemble du peuple béninois pour qu'ensemble nous puissions construire ce Bénin de splendeur que nous appelons de nos voeux. Alors, dimanche prochain, tous les Béninois vont vivre en direct, surtout sur la télévision nationale. Ceux qui n'auront pas la possibilité d'être au Palais des Congrès, votre chaîne prend les dispositions qu'il faut pour vous faire vivre l'événement en direct. Alors, le dimanche, nous aurons un nouveau président, Rodrigue Atiogbe. Quel serait pour vous votre souhait? Comment est-ce que les Béninois pourraient accompagner leur président à atteindre ses objectifs pour le bien-être de toute la population? En 10 ans, le chef de l'État a travaillé à donner une belle image à notre pays. Aux Béninois, je dirais, dis merci au chef de l'État. C'est de nous mobiliser massivement en ce jour pour témoigner de notre gratitude à son Excellence, M. Patrice Talon, mais aussi pour dire que nous sommes avec le président Romuald Ouadani pour qu'ensemble nous puissions tracer de nouvelles lignes pour notre pays, de nouvelles bases, de nouvelles pages pour la construction d'un bel avenir pour notre pays, le Bénin. Merci à vous, Rodrigue Atiogbe. Je crois qu'on aura fait le tour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vivement, mesdames, messieurs, la fête sera belle le dimanche prochain. Ça va être une fête nationale, pourquoi pas. Et puisse Dieu donc continuer de garder notre pays. Allez, nous, on va marquer une petite pause et vous retrouver juste après. Retour en plateau pour parler du Bénin qui bouge, du Bénin qui est en mouvement. Le Bénin en mouvement, Jennifer Sativi est déjà sur ce plateau pour nous parler d'une innovation. Jennifer, bonjour. Bonjour Alain, un plaisir de vous retrouver ce matin. Plaisir partagé. Alors hier, on abordait déjà la question, on parlait de patrimoine et de mémoire. Aujourd'hui, on va parler de patrimoine, de culture en général et surtout d'innovation. Comme vous le dites, vous n'êtes pas sans savoir, Alain, que le numérique se transforme aujourd'hui et plusieurs secteurs, y compris celui de la culture, est en mouvement. Donc, de plus en plus d'initiatives se font et désormais, les outils interactifs permettent de transmettre le savoir autrement. Il y a un jeune, Alain, qui s'intéresse au sujet, qui a fait une innovation. Il s'agit de Prince Élu Bodogbe, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, vous êtes founder lead de Yanjou, qui est une application. Vous avez créé The Griot. The Griot, qui veut dire le griot. Le griot. Alors, on y va. Déjà, qu'est-ce que c'est exactement The Griot? Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour l'invitation. The Griot, comme son nom l'indique, se veut un griot 2.0, un griot moderne qui est ancré aujourd'hui dans ce que la jeunesse fait dans le numérique, qui utilise le numérique pour raconter l'histoire, un peu comme le faisaient les griots traditionnels. Alors, quel constat vous a poussé à créer cette application? Pourquoi le patrimoine, la culture précisément? D'accord. The Griot est parti d'un constat, celui-là que, malgré la richesse de notre patrimoine culturel aujourd'hui, il y a généralement un décalage en ce que la jeunesse sait de l'histoire, on se l'approprie très peu malgré la richesse de notre histoire. C'est parti de cette histoire-là où, voilà,
on a tous suivi le film Woman King. Et c'est là que moi, j'ai découvert l'histoire des Amazones. Et je suis sûr que c'est le cas de beaucoup d'autres jeunes. Alors que c'est une histoire, cette histoire fait partie même de notre identité. Soit c'est le film, soit c'est quand le monument a été érigé. Donc je me suis dit, l'histoire est bel et bien là, les ressources sont là, mais elle est généralement inaccessible à nos autres jeunes. Donc Zegrio a été le moyen par lequel on a voulu rendre accessible l'histoire à nos autres jeunes. Alors votre application, qu'est-ce qu'elle propose de façon concrète à celui qui l'ouvre? Alors, il faut dire que de base, ce n'était pas pensé pour être une application, c'était pensé pour être des puzzles physiques qui confrontent un utilisateur ou celui qui le joue à des puzzles et il doit slider. Et en fait, il s'agit des images à caractère culturel. Donc, si je prends par exemple un puzzle qui met en valeur l'Amazone, il y a un code QR sur le puzzle. Donc, quand je scanne ce puzzle, je viens sur notre plateforme où je peux lire l'histoire qui est reliée aux Amazones. Donc, ainsi, nous valorisons l'histoire des Amazones. Donc, de base, c'était prévu pour être un puzzle physique. Mais aujourd'hui, avec le numérique, nous pouvons atteindre beaucoup plus de monde. Donc, c'est là que nous avons migré vers la version virtuelle. Une application. Exactement. Et justement, vous avez un puzzle. Hein, oui. Je pense, malheureusement, il n'a pas encore les images. Donc, c'est en cours. Vous avez suffisamment évolué. Oui. Il faut dire qu'il y a quelques jours, j'étais en Chine. Donc, j'ai pu rencontrer des Chinois. Nous étions à l'usine, donc nous avons passé une commande pour ces puzzles-là. Malheureusement, je ne les ai pas sur moi, donc j'ai gardé quand même des échantillons. Et des versions ne vous en faites pas. Ici, vous savez pourquoi nous vous disons ça. Ici, c'est votre maison. Dès que les puzzles seront là, vous revenez sur le plateau, nous en parler. Mais pour l'instant, parlons de l'application. Et elle est active déjà aujourd'hui. Bien sûr. Alors, comment est-ce que ça s'utilise? Alors déjà, il faut dire que nous avons participé au Vodun Days avec l'application pour tester le concept auprès des gens pour voir s'ils s'y intéressent et tout. Et la remarque que nous avons faite, c'était que les gens étaient vraiment émerveillés de vivre leur culture, de vivre l'histoire. Habituellement, ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est qu'il y a un livre, par exemple, qui présente notre histoire. Mais là, la culture, l'histoire est vécue. On a la possibilité d'interagir directement avec l'histoire. Et justement, pourquoi cette forme de jeu? Pourquoi l'interaction? Vous prônez cela? Et justement parce qu'aujourd'hui, l'apprentissage change. On a vu, c'est démontré que ce avec quoi vous interagissez, il reste. Vous ne l'oubliez pas de sitôt. Et surtout avec la jeunesse, c'est vraiment l'approche la mieux indiquée. Et le déclic, il est parti du film, vous le dites, sur les Amazones, mais également lorsque vous avez pensé à cette start-up-là, il y a eu des recherches qui ont été faites. Quels sont les sites que vous proposez, par exemple? Sites touristiques, c'est bien ça. Par exemple, ou tout ce qui est culturel qu'on peut retrouver sur Zegrio. Alors, sur Zegrio, vous pouvez retrouver tout ce qui est à valeur culturelle, que ce soit des figures historiques comme l'Amazone, Miogira, mais aussi des symboles culturels, des danses et rythmes traditionnels, donc tout ce qui a une valeur culturelle qu'on peut mettre en image. Nous l'utilisons au niveau des puzzles. D'accord. Alors, dans mes recherches, je remarque que vous intégrez des challenges, une monnaie virtuelle et même un format de jeu de société. Quelle expérience vous comptez créer à travers cela? Alors, il faut dire que ça, nous l'avions appris sur le terrain lors des Vodun Days. De base, c'était une série de puzzles où on était confronté à résoudre ces puzzles dans un laps de temps. Mais les gens voulaient être confronté à d'autres personnes. Voilà, j'ai un ami à côté, je veux voir si j'arrive à résoudre le puzzle plus vite que lui. Donc, c'est pour répondre à cela que nous avons mis en place un challenge et on utilisait des images spécialement des Vodun Days de l'édition 2026. Donc, à chaque fois qu'on prenait des images lors des Vodun Days, on utilisait pour en faire des puzzles. Donc, concrètement, les festivaliers sur place pouvaient, par exemple, j'ai suivi un spectacle Egungun, j'ai la possibilité maintenant de jouer à un puzzle Egungun, de lire l'histoire qui est reliée à Egungun. En fait, c'est revivre l'histoire d'une autre manière sur le site en même temps, en fait. Alors, est-ce que vous allez collectionner tout ceci dans votre application ou bien sûr les puzzles qui sont en route ou bien en cours de fabrication? Bien sûr. Il faut dire qu'actuellement, nous travaillons avec des photographes culturels qui mettent à disposition ces œuvres-là, ces images, et en échange, c'est justement pour ça que nous avons mis en place les ecoins, qui sont en quelque sorte une monnaie virtuelle. Il faut recharger avec de l'argent et vous avez des ecoins qui vous permettent maintenant de participer à ces challenges. Et à la fin, les gagnants, parce qu'il y a un classement en temps réel qu'on peut voir, donc les gagnants
ont une caillotte qu'ils gagnent, qu'ils peuvent convertir en lot, avoir des souvenirs qu'ils peuvent ramener chez eux. Et vous comptez, vous ambitionnez en tout cas de faire voyager la culture béninoise à travers le monde. Comment vous pensez concrétiser cela à travers, bien sûr, The Griot? Alors, à travers The Griot, nous voulons justement que chaque personne qui ait notre puzzle en main, que ce soit la plateforme ou le puzzle physique, devienne en quelque sorte un ambassadeur de notre culture. Concrètement, je suis touriste, je suis venu au Bénin lors des Vodondé, j'ai participé à un spectacle Egungun. En rentrant chez moi, j'ai pris un puzzle Egungun par exemple. Une fois de retour au pays, j'offre ce puzzle à un ami qui lui à son tour découvre le Egungun. Ça lui donne, il a envie, parce qu'il vit cela, il a envie de venir lui à son tour vivre cela. C'est un potentiel visiteur de la prochaine édition de Vodondé, par exemple. Ah ouais, super comme idée. On peut en prendre plus d'un également. Effectivement, il y a toute une collection. En tout cas, en quoi on peut dire que cela peut contribuer à la promotion du patrimoine touristique également? Alors, comme je le disais tantôt, nous, notre ambition, c'est de faire de chaque joueur ou de chaque personne qui prend nos puzzles des ambassadeurs de notre culture. Partout, notre slogan d'ailleurs, c'est un bout du Bénin, partout où vous passez. Donc, à travers le puzzle, on veut vraiment mettre en valeur notre culture, notre beau et très riche culture. Et partout où nous passons, partout ceux qui prennent nos puzzles passent. Alors, il y a également une de vos ambitions que je vais dire que je ne cerne pas forcément. Vous comptez justement faire de The Griot le Duolingo culturel. Alors, le Duolingo, déjà, c'est une application d'apprentissage de diverses langues. Que faut-il comprendre à travers cela? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, Duolingo est le pionnier dans l'apprentissage ludique. Ça a déjà fait ses preuves. Beaucoup ont appris la langue anglaise et bien d'autres langues grâce à Duolingo. Donc, nous, aujourd'hui, on s'approprie de cette approche-là pour permettre à d'autres personnes de découvrir notre patrimoine culturel et aussi d'apprendre cela. Donc, nous sommes en train de migrer un peu vers une EdTech, une plateforme d'éducation. Nous avons tous vu la vidéo qui annonce la vision du Bénin à l'horizon 2060. Donc, nous, on s'est demandé, OK, à quoi ressemblerait, par exemple, un cours d'histoire-géographie en 2060. D'accord. Donc, il est clair que l'approche d'apprentissage aujourd'hui, il va changer. Et donc, justement, il faut pouvoir garder cette information, toute cette ressource culturelle quelque part pour qu'elle puisse être adaptée aux approches qui vont venir. Donc, aujourd'hui, The Griot se veut un peu un conservateur numérique de ce qui est déjà là, de la ressource qui est là. Parce que généralement, il y a des bouquins, il y a des livres, mais elles restent quand même très peu accessibles à la jeune génération. Intéressant. En tout cas, vous allez peut-être songer à parler d'autres langues, trouver des formules pour faire passer le fond, peut-être, ou le mineur? Bien sûr, c'est prévu, c'est même en perspective. N'est-ce pas? Oui. Alors, justement, quelles sont les prochaines étapes de ce projet? Alors, il faut dire que depuis peu, nous avons rejoint le MTN Innovation Lab, qui est un hub pour les startups, qui accompagne des startups à préparer leur mise en marché. Donc, cela nous permet vraiment d'affiner le projet, de faire une refonte complète de ce qui est là, pour pouvoir être mieux en adéquation avec ce que le marché veut, de mieux vendre notre projet auprès de la population. Alors, personnellement, depuis que vous êtes, je dirais, impliqué dans ce projet-là, qu'est-ce que vous avez appris personnellement et que vous pensez que celui qui s'intéresse justement à cette puzzle peut en tirer? Alors, même personnellement, il y a des histoires que j'ignorais ou du moins que je ne m'étais pas approprié autant. Lesquelles, par exemple? Par exemple, l'histoire de la mise en place de Dahomey. Il y avait, à l'école, on l'a appris, mais de manière vraiment résumée et brève. Mais grâce au jeu, grâce à cette approche interactive, on le découvre autrement, on est vraiment immergé. Donc, et c'était pareil pour la plupart des gens qui ont eu l'occasion de jouer et tout ça. Pour la petite histoire, même quand on était en Chine, on parlait de ce qu'on veut faire avec les puzzles. Ça a intéressé même les Chinois. Ils ont demandé s'ils peuvent faire une version pour eux, leur culture. Pour eux. J'espère qu'ils vont vous payer les droits d'auteur. Évidemment. Tout au moins. Tout au moins. D'accord. Eh bien, je crois que c'est une belle initiative. Absolument. Avoir son téléphone en main, s'approprier l'histoire de son pays, découvrir les pans de l'histoire que nous n'avons pas eu l'occasion d'apprendre à l'école. Eh bien, c'est une très belle initiative et on vous souhaite beaucoup de succès, Jennifer. Oui, merci. On a fait le tour de la question. On va peut-être l'étendre en dehors du Bénin avec le temps? Bien sûr, parce que ce soit dans la sous-région et même au-delà, nous avons tous une culture, nous avons tous une histoire et pourquoi pas
Voilà. Vous êtes déjà les pionniers d'une histoire africaine qui va se propager et va se laisser approprier davantage. Merci à vous et plein succès à votre application. Merci. Allez, Jennifer, on se retrouve demain? On se retrouve demain toujours avec le même plaisir. Ce sera en musique. Je sais que vous aimez la musique. Ah ouais, j'adore la musique. On va un peu essayer. Ouais, pourquoi pas. Allez, mesdames et messieurs, on va prendre congé de Jennifer et de son invité pour installer Synthé. Instant santé, Christelle Tongodo s'installe sur le plateau pour nous parler donc d'un sujet très important qui suscitera certainement, qui va retenir votre attention. Christelle, bonjour. Bonjour Alain, ce matin. Ça va super bien. Jolie cravate. Merci. Alors, vous parlez de quoi ce matin, Christelle? On parle de la drépanocytose, Alain, une maladie qui continue de faire des victimes souvent à cause d'un manque d'information ou d'un diagnostic tardif. Une maladie héréditaire qui peut être mieux prise en charge lorsque les familles sont sensibilisées très tôt. Avant, Alain, d'en parler, on va suivre ce témoignage recueilli pour nous par Général Afouda Mossi Agouka. J'ignorais une maladie qui s'appelle la drépanocytose. Elle a payé le prix de son ignorance. En 2004, Jacqueline Aronon donnait naissance à une petite fille. Prénommée Lorraine, le bébé est porteur du génotype SS, la forme la plus sévère de la drépanocytose. Mais à l'époque, la jeune maman ignorait tout de cette maladie. Déjà à l'âge de 6 mois, il y a au-dessus de la paume de sa main, ça se gonfle. Et tu te dis, mais l'enfant est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question que je me posais à chaque fois. Une amie qui est technicienne de laboratoire qui est venue, elle a vu l'enfant, elle dit, ma chérie, tout va bien. J'ai dit, oui, ça va très bien. Elle dit, mais elle est très jolie. Mais amène-moi l'enfant, j'ai bien envie de lui faire le test. Et malheureusement, on a fait le test. Mon enfant est drépanocytaire FF. Et là commence la descente aux enfers. Jacqueline et sa fille passent la majeure partie de leur temps dans les hôpitaux, et ce, jusqu'à sa 17e année. À quelques semaines de sa date d'anniversaire, Lorraine fait une nouvelle crise, la plus violente et la dernière. La nuit, je n'ai pas dormi, je veillais pour qu'il fasse pipi, mais elle n'a pas pu faire pipi. Je dis, waouh, il y a déjà les reins qui sont déjà attaqués. Et ses yeux, c'était les yeux jaunes simples, mais c'était un peu bizarre. Et quand on a fait le bilan, c'était catastrophique. 5 ans après son décès, les heures qui ont précédé le départ de Lorraine sont encore bien ancrées dans l'esprit de sa mère. Il y a une phrase qui est restée dans ma tête. Elle dit, je vais me suicider. Docteur, donnez-moi un couteau. Je vais me suicider. L'ignorance a payé le prix. Un enfant qui demandait à mourir. Voyez le degré de la douleur. Si Jacqueline Aonon raconte aujourd'hui son combat et celui de sa fille, c'est pour alerter. Parler de la drépanocytose, surtout à la jeune génération, pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que nous avions commises sous le manteau de l'ignorance et après sous le manteau de l'inconscience. Aujourd'hui, la jeune femme a créé une organisation non gouvernementale qui accompagne les enfants défavorisés. Baptisée Enfants épanouis, elle organise gratuitement des séances de sensibilisation et de dépistage de la drépanocytose. Au Bénin, le mal touche près de 5% de la population. Très émouvant et vraiment. Un voyage très émouvant. Nous allons en savoir davantage sur cette maladie avec notre invité. Il s'agit du docteur Charlotte Orugiwa, médecin hématologue en service au CNHU. C'est bien ça? Oui. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur et madame. Bonjour, docteur Oro, et bienvenue à la maison. Ici, c'est chez vous. Hein. Soyez relax. Détendez-vous. Tout va bien se passer. Considérez-nous comme vos patients. D'accord. Alors, docteur Oro... Je ne vous le souhaite pas. Non, c'est la première fois devant les caméras, certainement. C'est un peu compliqué, on vous comprend. Mais dites-nous déjà, en tant qu'hématologue,
souvent on parle de drépanocytose, drépanocytaire. Qu'est-ce que le Béninois lambda pourrait comprendre par ce terme? Alors, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Bon, ce n'est pas la première fois, sauf qu'on ne s'habitue pas souvent aux caméras. Oui. Et la drépanocytose, je dirais que bon, si on va sur le terme médical, c'est une maladie génétique à transmission autosomique récessive, c'est-à-dire elle est transmise par les deux parents. Et durant la naissance, sur chaque grossesse, on a une chance sur 4 de mettre au monde un enfant drépanocytaire lorsque les parents sont hétérozygotes, c'est-à-dire ils sont porteurs de traits. Souvent, on entend parler et dire que oui, il ne fait pas de crise. Mon mari ne fait pas de crise. Oui, le mari ne fera pas de crise ni la femme puisqu'ils sont des porteurs sains. Et le porteur sain est asymptomatique. Il porte le gène. Il va transmettre la maladie, mais ne sera jamais malade. Si on prend sur le plan épidémiologique pour que vous voyez la gravité de cette maladie et l'ampleur qu'elle prend, au Bénin, une étude a été faite en 2010 et a retrouvé une prévalence de 4,8%. Donc, faites l'extrapolation sur notre population, sur 14 millions d'habitants, qu'on dise qu'il y a 700 000 patients attendus chaque année. C'est énorme. Or, c'est une maladie qu'on pourra prévenir à travers l'union de patients sains et porteurs. C'est-à-dire, si vous avez un trait, si vous êtes AS ou AC, il faudra vous mettre avec une personne AA. Si on doit revenir, toujours poursuivre sur le plan épidémiologique, les patients porteurs ou bien les personnes porteuses du trait S sont de l'ordre de 22% ici au Bénin. Et celles porteuses du trait C sont de l'ordre de 10 à 11%. Donc, un Béninois sur 3 que vous croisez est porteur de trait. D'où l'importance de faire son électrophorèse de l'hémoglobine avant toute déclaration d'amour, même en étant copain. Wow. Souvent, on voit les jeunes, et c'est à eux, dans un premier temps, nous allons vraiment parler sur ce plateau ce matin. Le monsieur, il rencontre Christelle, belle dame, tranquille et tout. Tout de suite, il a la flamme, il veut s'engager et tout. Tout de suite, Christelle dit, mais non, attends, on va faire les tests d'abord. Lui, il dit, non, on s'aime déjà, c'est le plus important. Est-ce que l'amour est le plus important dans toute cette histoire? Est-ce qu'on parlera d'amour ou d'égoïsme? C'est comme cela que moi je l'appelle. Là, il ne s'agit pas de l'amour si le fruit de cet amour sera constamment souffrant et causera aussi un traumatisme psychologique. Vous avez vu tout à l'heure cette mère qui a pleuré, elle a coulé les larmes. Donc, autant le patient... Elle a surtout perdu son enfant, elle et a 7 perdu ans après, son la enfant. douleur est toujours là. Oui, la perte de l'enfant, c'est la dernière chose. Mais les crises que vous voyez votre enfant souffrir, un enfant que vous avez mis au monde avec amour et soin, et qui, du jour au lendemain, se retrouve dans une situation où chaque jour est en douleur, chaque jour est en crise, chaque jour à tout moment aura besoin d'une transfusion sanguine, qui à tout moment, ses yeux, chaque jour aura des yeux jaunes et se fera identifier comme malade. Déjà sur le plan esthétique, surtout pour nous les femmes, ça fait un peu, disons, bizarre que tout le temps vous ayez des yeux jaunes. Vous comprenez, vous ayez des yeux jaunes. Le visage décomposé. Oui, le visage décomposé, manque de l'insomnie à cause des douleurs. C'est ça. Donc, il y a également le traumatisme psychologique qui va avec, qu'on ne perçoit pas, tant chez le malade que chez le parent. Là, c'est toute la famille qui est embarquée. Oui, c'est toute la famille, papa et maman, bien sûr, une famille consciente. Bon,
Parfois, monsieur, ce n'est pas pour vous attaquer, mais souvent, ce à quoi nous assistons, lors de la première, deuxième crise, le papa est là. Après, c'est la maman qu'on... Il disparaît. C'est la maman qu'on voit. C'est la maman qui vit tout. Pourtant, c'est l'enfant à eux deux. C'est l'enfant à eux deux et la maladie a été transmise par eux deux, par le couple. Alors, la question, Christelle, je vais la laisser poser. Elle est plus emballée que moi, j'imagine bien pourquoi. Alors, aujourd'hui, comme on a vu dans ce témoignage, la dame n'a pas d'ignorance. Qu'est-ce qui fait qu'au XXIe siècle, la maladie continue d'être autant méconnue? Bon. Malgré les sensibilisations. Est-ce qu'elle est méconnue ou bien nous devons parler d'un déni? D'un déni, on n'accepte pas la chose. On n'accepte pas la chose. Parce que les sensibilisations sont faites quand même. Et on est assez instruit pour savoir qu'il faut faire un dépistage, son électrophorèse de l'hémoglobine. J'irai encore plus loin. Il y a des médecins qui ont des enfants drépanocytaires. Donc, ici, on ne pourra plus parler d'ignorance. Mais, absolument. Excusez-moi le thème, une fois encore, d'égoïsme. On ne peut pas dire, oui, on s'aime, l'amour est éternel. On n'a jamais vu deux couples être enterrés dans la même tombe. Quand l'un meurt, l'autre continue sa vie. Donc, ne parlons pas d'amour ou au détriment de la santé d'un être humain. D'accord. Parce que l'enfant est le fruit de l'amour. Si vous décidez de rendre le fruit de votre amour malade et souffrant toute la vie, parce qu'on dit oui, on dit une chance sur 4. Les gens pensent que après le premier enfant, s'il est drépanocytaire, les autres ne le seront pas. Non, c'est sur chaque grossesse que vous avez la probabilité de mettre au monde un enfant malade. C'est ça. Alors, docteur Roux, la drépanocytose est une maladie héréditaire, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises. Est-ce qu'il existe néanmoins des facteurs pouvant déclencher ou aggraver la crise chez une personne drépanocytaire? Alors, d'abord, il existe trois grands, dans notre environnement, ce qu'on appelle 3 grandes formes graves, 3 formes graves de la drépanocytose qu'on appelle syndrome drépanocytaire majeur. Nous avons la forme SS, qui est la forme que tout le monde connaît, qui sont toujours à l'hôpital. La forme SC, que moi j'appelle un peu la bombe à retardement, parce que dans ces catégories de patients, souvent se méconnaissent drépanocytaires ou lors d'un bilan, on se découvre drépanocytaire, mais qu'on ne fait pas souvent de crise. Les formes SC sont des formes qui ne font pas souvent de... Leurs crises ne sont pas fréquentes comme les formes ceux porteurs de la forme SS. Et donc, comme les crises ne sont pas fréquentes, ils ont une croissance normale, comme tout le monde. C'est-à-dire, si dans votre famille, vous êtes grand de taille, les patients SC suivent cette croissance-là normale. Il y a également ce qu'on appelle la forme S-bêta-thalassémie. Bon, c'est l'électrophorèse qui nous permet de mettre en évidence toutes ces formes-là, de faire la part des choses. Sur le plan symptomatique, la forme SS est la forme dans laquelle le patient vient toujours, déjà les symptômes apparaissent de façon précoce. Quand on prend le cas du nourrisson, déjà à 3 mois, il présente ce qu'on appelle le syndrome pied-main, qui se caractérise par un gonflement des pieds. Donc, déjà à 3 mois, des pieds et des mains. Déjà à 3 mois, oui, les mains s'enflent, les pieds s'enflent, ils sont douloureux et sont rouges. Donc, c'est des signes déjà à surveiller. Oui, ce sont des signes à surveiller déjà depuis l'âge de 3 mois. Oui, on parle déjà à l'âge de 3 mois. Donc, ces signes doivent alerter les parents. Il y a également l'anémie. Comme on le voit justement à l'écran. À l'écran, les pieds sont gonflés, les mains sont gonflées là. Et là, c'est un nourrisson. Hein? Oui, c'est un nourrisson déjà à 3 mois. Oui, déjà, même à partir de 3 mois, dans les formes sévères, on peut observer ces signes-là. Il y a également la pâleur, c'est-à-dire l'enfant est toujours pâle, il est anémié.
vous pouvez ressentir qu'il C'est un est signe pâle, la d'alerte. mobilité est réduite. Oui. Et il y a également les infections. C'est vrai que les enfants ont un système immunitaire qui est affaibli déjà à partir de 9 Assez mois. faible. 6 à 9 mois, ils doivent synthétiser leur propre immunoglobuline. Donc, un peu affaibli. Mais chez le drépanocytaire, c'est encore plus. Donc, les infections à répétition inhabituelles chez le nourrisson doivent faire appel, Et donc, Christelle, doivent attirer l'attention des parents. Et du médecin qui les suit, du médecin, du pédiatre qui suit l'enfant. Docteur Oro, Christelle, il ne sert à rien de dire que je viens d'avoir mon enfant, la main se gonfle, les pieds se gonflent, il n'a pas le sang dans le corps, il est anémie, c'est les tantes du village, c'est les sorciers qui font ça. Ça n'a rien à voir, hein, parce que dans le contexte socio-culturel de notre pays, on a vite fait d'accuser un certain nombre de personnes. Et autres. Alors qu'en amont, on a refusé de faire des tests pour savoir s'il y a compatibilité ou pas. Je dirais qu'on en parle déjà. Hein. Les gens savent, même dans les villages, dans les coins les plus reculés, les gens entendent parler de la drépanocytose. Je viens de vous dire qu'on a quand même 5% de la population. Donc, au sein d'un quartier, il y aura quelqu'un connu présentant des crises. C'est ce qu'on appelle houdou en fond. Quelqu'un connaissant, quelqu'un qui présente des crises et tout le quartier, toute la zone est informé. Certains même ont la chance d'aller vérifier comme des spectateurs, d'aller voir comment ces crises se manifestent. Donc je ne peux pas dire qu'en 2026, les gens ne sont pas souffrants, qu'il y a un manque d'informations. Je viens de vous donner l'exemple des médecins qui ont même des enfants drépanocytaires. Donc, ce n'est pas l'information qui manque. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, un parent qui vous écoute peut se dire lorsque la maladie elle est détectée assez tôt, j'ai la chance, comme déplorait tantôt ce témoignage, j'ai la chance de sauver la vie de mon enfant. Qu'en est-il réellement de la prise en charge au Bénin? Il est vrai que nous ne disposons pas de plusieurs centres pour accueillir autant de patients. C'est ça. Mais la prise en charge est possible au Bénin, histoire d'améliorer la qualité de vie du patient, des conseils qu'on appelle des mesures hygiéno-diététiques sur, par exemple, chez les nourrissons, la vaccination, la prise de la pénicilline V. Et quand on va chez l'adulte, la consommation de la boisson abondante, c'est-à-dire l'eau plate, boire assez d'eau, s'hydrater, parce que on verra peut-être plus loin que la déshydratation fait partie des facteurs déclenchants des crises de la drépanocytose. Il y a également certaines molécules qui sont utilisées pour retarder, qui ont un mécanisme dans l'organisme qui aide à retarder les crises. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on encourage les parents à continuer par mettre au monde des enfants drépanocytaires. D'accord, très important. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, on sait déjà, on retient que la prise en charge est possible au Bénin. Est possible au Bénin et que plus vous vous y prenez, plus vous avez des chances de vous porter mieux. C'est bien ça. Oui, parce que cela passe également par un contrôle périodique. Qu'est-ce qu'on définit dans notre contexte comme contrôle périodique? Une visite médicale en dehors des crises. Au moins 3 visites médicales systématiques chaque année. D'accord. Quand on va poursuivre sur les complications et les décès, vous aurez, avec des chiffres, une étude qui a été faite montrant clairement le nombre de patients qui décèdent par rapport à ceux qui ne sont pas suivis. Justement, parlez-nous-en un tout petit peu. Une étude a été faite sur 10 ans dans le service. Donc, on parle avec des preuves, pas dans les livres, dans le service, où sur 10 ans, nous avons eu un certain nombre de décès, autour de 93 exactement. Et dans les 93, seuls 4% avaient un suivi régulier. Seuls 4% avaient un suivi régulier. Donc, ce qui répond à notre
à votre question. Si vous avez un suivi régulier, la probabilité de mourir tôt, parce que c'est aussi la question que les gens se posent. Quand on est drépanocytaire, on meurt à 20 ans, on meurt à 15 ans, il faut vite faire les enfants. Non. Vous ne restez pas à la maison pour décréter ça. Il faut se faire suivre. Il faut se faire suivre. Le patient drépanocytaire meurt des complications aiguës surtout. Donc, un bon suivi vous permettra d'avoir une meilleure qualité de vie. Récemment, il y a une qui a été hospitalisée, elle a 71 ans. Donc, les gens vivent avec un peu de discipline. Vous arrivez à vivre comme tout le monde. Eh bien, je crois qu'on n'a pas la prétention d'avoir évacué toute la question. Je vais proposer à Christelle de ramener Dr Oro prochainement. Voilà, pour qu'on puisse décortiquer davantage, puisque le temps nous fait complètement défaut en ce moment. Si vous avez un mot pour conclure, que diriez-vous, docteur? Oui, docteur, allez-y pour vous voulez dire que j'ai beaucoup parlé. Non, pas du tout. Alors, un mot, la drépanocytose fait partie des rares maladies qu'on peut prévenir. On peut prévenir à travers quoi? À travers, en connaissant son électrophorèse de l'hémoglobine et en ne se mettant pas avec un porteur, c'est-à-dire en ne se mettant pas avec un porteur, avec une personne avec qui l'union sortit, donc l'union mettra, comment appelle-t-on? L'union mettra au monde un enfant malade. Quelles sont les combinaisons qui sont déconseillées? On commence d'abord par les combinaisons qui sont conseillées. Si vous êtes AA, vous pouvez vous mettre avec tout le monde, même une personne, un patient SS, un patient SC, S-bêta-thalassémie, si vous êtes AA. Mais dès que vous avez dans votre électrophorèse de l'hémoglobine le S ou le C, c'est fini. Il faut un AA, absolument. Absolument. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces informations très précieuses, j'avoue. On a, comme l'a dit Alain, on va vous programmer pour un autre plateau, étant donné que le temps nous fait défaut aujourd'hui. Merci pour votre passage. Merci à vous, Christelle. On se retrouve demain pour une autre question de santé. Absolument. Allez, merci, docteur, et à très bientôt. Et très bonne journée à vous. Merci. Bonne journée. Mesdames, Messieurs, les sports, ça va s'installer tout de suite avec Hospice Metoli. Le sport matinal, c'est avec, on dit, Hospice Metoli. Metoli, bonjour. Bonjour, Alain Sochomé. Reconnaissance pour 2 Amazones dans notre pays qui ont révélé le Bénin. Exactement. On va commencer par Noli Yarigo, la reine des 800 mètres, la guéparde de la Pendiari, qui a été honorée, élevée au grade de chevalier dans l'ordre du Bénin, après les différentes compétitions auxquelles la grande fille, la grande dame de la Pendiari a participé. Il faut rappeler que c'est plusieurs demi-finales sur l'échiquier mondial. C'est une très très belle carte de visite pour Noli Yarigo, qui depuis 2012, la CAN organisée, le championnat d'Afrique organisé à Porto-Novo au Bénin, est montée en puissance crescendo. Et aujourd'hui, elle est une référence sur le continent en termes de 800 mètres. Elle va probablement passer le relais. Après les prochains Jeux Olympiques, va passer le relais probablement à Rufine Sonon, qui est en train de suivre les pas de Noélie. En dehors de Noli, il y a bien sûr Odile Arouanou, la reine incontestée aussi de l'heptathlon sur le continent. 4 fois championne d'Afrique, la dernière fois, c'est il y a quelques jours du côté du Ghana à Accra. Elle survole la compétition sur le continent. Eh bien, ses mérites ont été reconnus. Et pour Odile Arouanou, c'est carrément une renaissance parce qu'il faut le rappeler, il y a environ 1 an derrière, avant les Jeux Olympiques de Paris, Odile a traversé des moments très compliqués, très difficiles, mais elle est revenue très forte, très puissante comme une Amazone, et là, elle a survolé la compétition du côté d'Accra. Eh bien, celui dont on va parler, lui, ne traverse pas des moments difficiles, bien au contraire, son club monte en première division, il s'agit de Marcel Dandinou. Kruger United du côté de l'Afrique du Sud est monté en première division. L'équipe a fini championne de la D2 sud-africaine. Eh bien, son gardien de but, le Béninois, le patron des cages du côté des Guépards, Marcel Dandinou, l'enfant de Ganvier, a tout simplement été désigné meilleur gardien de la D2 du côté de l'Afrique du Sud. Il sera au regroupement dans quelques jours avec les Guépards pour la fenêtre FIFA.
Alors, l'autre chose, l'autre actualité, c'est la pétanque. Une discipline dans laquelle le Bénin brille en Afrique et dans le monde. Il faut tout simplement noter que la compétition démarre ce jour du côté d'Abidjan avec les 4 guépards sélectionnés par le coach Thierry Babagueto. Et bien sûr, du côté d'Abidjan, il y aura plusieurs épreuves, 4 épreuves au total, tir de précision à ce niveau. C'est bien sûr le jeune Roland Fagoron du Pétanque Club de Pondéou qui va faire l'exercice pour le Bénin. Au niveau des tête-à-tête, c'est bien sûr Amir Adeni qui va évoluer pour le Bénin. Et au niveau de la doublette, il y aura bien sûr la doublette Vivian Zinvidio et bien sûr le jeune joueur capitaine de cette équipe, Emmanuel Agoncan, qu'on a à l'image du club Ajax de Parakou. Eh bien, ce sera tout pour les sports ce matin, Auspice. Merci. Demain, vous nous revenez avec d'autres actualités. Avec certitude, Merci. Déjà en commençant par la pétanque qui démarre ce soir avec les tirs de précision. Oui, voilà. Allez, merci à vous, mesdames, messieurs. On enchaîne avec la revue de presse. Il est déjà sur ce plateau, Ulvaïus Balogun, bonjour. Bonjour Alain Sotouma, comment vous allez? Je vais super bien. Dans les colonnes des périodiques de ce matin, il est essentiellement question de la sortie hier du porte-parole du gouvernement. Oui, Alain, face à la presse, Wilfried Léandre Roumbédi a abordé les sujets d'actualité comme pour faire le bilan des 10 années de gestion du président Patrice Talon. Fraternité parle du grand oral de Wilfried Léandre Roumbédi à quelques jours de la fin du mandat du président Talon. Un speech au cours duquel des sujets comme le terrorisme, la mise en place du Sénat, l'avenir institutionnel et des hommages ont été rendus au président sortant. Selon le journal, le porte-parole du gouvernement est admiratif du président Patrice Talon qui quitte ses fonctions dans quelques jours. Pour lui, le chef de l'État laisse le pouvoir avec l'image d'un dirigeant résilient et déterminé, ayant consacré toute son énergie au service du pays malgré les critiques et les difficultés rencontrées durant ces 10 années à la tête du pays. Le porte-parole du gouvernement estime que Patrice Talon laisse derrière lui un héritage marqué par de profondes transformations et des réalisations d'envergure. Il a notamment qualifié les infrastructures réalisées sous son règne de pharaoniques, affirmant que le pays est aujourd'hui envié et admiré. Évoquant la transition imminente, il a aussi assuré que le futur successeur connaît parfaitement les priorités du pays pour avoir participé à la gouvernance menée depuis 2016. Selon lui, celui-ci saura identifier et mener justement les urgences et poursuivre les chantiers déjà engagés. Sur cette sortie, le journal Le Matinal évoque pour sa part le sort des prisonniers dits politiques et la polémique sur justement la situation carcérale de Olivier Bokor. Le gouvernement s'est aussi prononcé sur le licenciement collectif. Vous le savez, de nombreux agents de la SRTB. Gasquiani Info reprend ce qu'il pense de ce licenciement et écrit en manchette que Wilfried Léandre Roumbédi déplore cette situation. Le journal va plus loin et pense justement que c'est une patate chaude que le nouveau président hérite ainsi à travers ce dossier. Patate chaude ou pas, nous, on dépose donc le tablier pour le compte de ce numéro, le 170e de la saison 25-26 de votre émission Bonjour le Bénin, que nous avons eu du plaisir à vous présenter. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.